Hermès est un personnage assez sympathique dans la mythologie grecque, même s'il n'est pas toujours décrit comme tel. Dans l'hymne homérique qui lui est dédié, Homère le qualifie de bienveillant, messager céleste, dispensateur de tous les biens. Et après, il fait dire à Apollon la chose suivante : « Va, malheureux, le puissant Jupiter, donc Zeus, t'a mis au monde pour être le fléau des hommes et des dieux immortels. » Mais qui est donc ce dieu qui suscite tant d'ambivalence ? Eh bien, bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée, ça fait 3 mois. Alors installe-toi confortablement et serre-toi un bière. Oui, j'ai dit, un bière, bel exemple de lapsus. Je te raconte ça tout de suite. Fils de Zeus et d'une pléiade nommée Maïa, Hermès est le messager divin, celui qui guide les âmes des défunts dans le monde souterrain, le gardien des routes et des carrefours, le dieu des négociants, du commerce, des orateurs et surtout des voleurs. Une carrière dans l'illégal qui a commencé dès son plus jeune âge. Et vraiment, le plus jeune âge, tu peux pas faire plus jeune, puisque voici comment la vie de Hermès a débuté. Toi, le jour de ta naissance, tu faisais quoi ? Tu chialais ? Tu tentais de choper les bzaises de ta mère pour manger ? Petit joueur. Hermès, il naît un matin, et en milieu d'après-midi, il se dit que c'est bon, il se l'est assez coulé douce, et il décide de partir en vadrouille. C'est pas moi qui exagère, c'est Homère et Ovide qui le disent. Donc il part dans l'objectif de chourer un troupeau de bœufs comme ça qui appartiennent à Apollon. Oui, alors si tu te rappelles l'épisode sur Apollon, il a une petite passion de Justin Bridou, et puis il a eu des passes comme ça où il s'est reconverti en berger. Bref, Hermès tout genou qu'il est, il n'a pas encore eu l'enseignement des conventions sociales régissant l'échange des biens d'autrui contre quelque chose de valeur égale. En gros, on ne lui a pas appris le concept de ne pas voler des trucs. Alors vous vous en doutez bien, les versions divergent, parce que... C'était sûr en fait. On va commencer par Ovide, que je vais rapido survoler parce qu'elle est assez courte, pour mieux enchaîner avec ce que Homère raconte, parce que c'est beaucoup plus complet. Alors en gros, Ovide nous raconte que Hermès est allé voler le troupeau d'Apollon au calme, et de façon bien maligne en plus. Pour qu'Apollon ne puisse pas retrouver la trace du troupeau, il fait la race de détours, en les faisant marcher un peu dans tous les sens, parfois en avançant, parfois en reculant, afin qu'on comprenne absolument rien à la trajectoire du troupeau. Le truc, c'est que Hermès a été vu en flagrant délit par un vieillard du coin, un berger selon Ovide, un jardinier selon Homère. Attends, t'imagines le truc ? T'es là, un jour comme un autre, hein ? Le soleil se couche, une petite brise fraîche caresse ta joue, tu clôt légèrement tes yeux pour profiter de l'instant présent, et quand tu les rouvres, il y a un troupeau entier qui marche là en tournant dans tous les sens, comme des tasses qui tournent à Disneyland. Le tout guidé par un nouveau-né, hein, en couche-culotte, qui marche lui-même marculon. Là, à mon avis, le berger il se dit que tout est possible, il n'y a pas de limite à ce qui peut être accompli. Pour peu qu'il s'appelle Jean Lassalle, avec une épiphanie pareille, il se présente au présidentiel. Hein. Je présente aussi ma candidature. Enfin bref, Hermès remarque qu'il y a un témoin. Il interpelle donc le vioc et lui dit que STP motus et bouche cousue, et en échange de ton silence, je t'offrirai un des bœufs du troupeau. Le berger accepte et notre voleur divin va planquer son troupeau moins un bœuf dans une étable. Après ça, il sort de l'étable un taureau, une génisse, il change d'apparence pour être méconnaissable et il retourne voir le vieux. Il le baratine et lui dit qu'il est le propriétaire d'un troupeau disparu. Enfin, mon troupeau a disparu, quoi. Feignant l'ignorance, Hermès demande même au vieil homme s'il peut lui indiquer où le voleur a emmené le troupeau. Il ajoute qu'il est prêt à donner 2 de ses bestiaux à quiconque l'aidera. Alléché par l'appât du gain, le berger lui indique la direction dans laquelle Hermès était parti un peu plus tôt avec le troupeau. Aussitôt, celui-ci, tout malin qu'il est, se révèle sous sa vraie forme et change le berger en un caillou afin de garantir pour de vrai son silence. Alors ça c'était Ovide. Maintenant voyons ce que ce petit bavard de Homère a à nous dire. Alors Hermès est donc en position je me fais chier dans mon berceau et décide de partir en vadrouille voler les bœufs d'Apollon. En chemin, il découvre une tortue et il s'en trouve émerveillé. Il la désigne comme un présage du bonheur, un aimable produit de la nature, une âme de la danse l'accompagne des festins. Il lui affirme qu'il l'emportera chez lui et ne la méprisera pas, qu'il vaut mieux pour elle d'habiter dans sa maison. Cet homme parle à une tortue. Bref. Ensuite, je cite Homère, « Il l'enlève de ses 2 mains et retourne à sa demeure, portant cet aimable joujou. Il vide l'écaille avec le ciseau d'un acier étincelant et il arrache ainsi la vie à la tortue des montagnes. Aussi prompt que la pensée qui traverse l'esprit de l'homme agité de 1000 soucis, aussi prompt que les étincelles qui jaillissent, Hermès accomplit cette œuvre avec la rapidité de la parole. Il coupe des roseaux en une juste mesure et leur fait traverser le dos de la tortue à l'écaille de pierre.
Tout autour, il tend avec habileté une peau de bœuf. Il y adapte un manche, sur lequel des deux côtés il enfonce des chevilles, puis il y joint 7 cordes harmonieuses et un boyau de brebis. Alors comment dire ? Un enfant qui fait du mal aux animaux, c'est le premier signe clinique d'un futur serial killer. Bref, toute cette terrible mutilation a donné naissance à un chouette instrument. Sa confection a pris assez de temps pour que la nuit tombe, propice à la discrétion. Hermès reprend donc sa quête principale et fonce vers l'étable où reposent les bœufs qu'il a dérobés sans scrupule. Fantaisie un peu étrange pour un nourrisson, soit dit en passant. Bref, il a sa tortue et tout, il croise le mec à qui il dit de garder sa bouche fermée et de ne révéler à personne qu'il vient de voler un troupeau et emmène le troupeau dans une étable plus loin. Il prend 2 génisses et les renverse par terre dans le plus grand des calmes, se met à les dépecer, leur vide les intestins puis les perce avec des broches de bois et se met à les rôtir puis en fait 12 tas en hommage à chaque divinité, non je plaisante pas. Et une fois l'holocauste terminé, il retourne se glisser dans son berceau avant l'arrivée de l'aube. Et oui, je rappelle que ce mec était né le matin même. Apollon a donc une désagréable surprise matinale quand il se retrouve sans son animalerie. Il interroge le vieux berger / jardinier qui lui dit en gros « Frère, et j'ai vu de ces trucs dans ma vie, mais alors là, hier, le pitchoun là qui marchait à reculons en guidant un troupeau, putain c'était fort hein !» En entendant ça, notre Justin Bridou comprend que c'est Hermès, le petit nouveau de la famille, qui est derrière le crime. Ni une ni deux, il rejoint le berceau du petit chenapan et lui ordonne de lui dire où il a foutu son troupeau, sinon il le saisira et le précipitera dans le Tartare. Putain, c'est peut-être un peu beaucoup de menacer un enfant pour ça, hein ? Ce à quoi Hermès répond qu'il ne voit, mais alors absolument pas de quoi son demi-frère parle, et qu'il est trop jeune de toute façon, trop faible, trop nouveau-né quoi, pour avoir pu échapper à la surveillance de sa mère, s'infiltrer dans l'étable d'Apollon et guider le troupeau ailleurs. En d'autres termes, il le prend pour un con. Mais Apollon n'est pas si facile à berner, lui qui a fait de la divination son passe-temps, et qui sait qu'on accordera au jeune fils de Maïa le titre de chef des voleurs. C'est ainsi que les 2 dieux se retrouvent devant leur padre Zeus, afin de régler le conflit. La parole est à l'accusation. Aussi Apollon commence. Il explique toute l'affaire et qualifie son demi-frère au passage de voleur déjà redoutable et d'enfant plein de ruses et de perfides comme je n'en vis jamais parmi les dieux ni parmi les mortels, quels que soient les brigands qui dévastent la terre. Sur ce, la parole passe à la défense, et c'est maintenant à Hermès de monologuer face à Zeus. Je vais lire sa tirade parce qu'elle montre bien l'adresse et la ruse du jeune dieu, son éloquence et l'aisance avec laquelle il ment dans l'objectif de manipuler son entourage. Je change les prénoms pour que ça soit les prénoms grecs, hein, parce que Homère n'écrivait pas avec les prénoms grecs. Puissante Zeus, je veux vous dire la vérité, mon cœur est sincère, je ne sais pas mentir. Aujourd'hui même, au lever du soleil, Apollon est venu dans notre demeure en cherchant ses génisses aux pieds robustes. Il n'a mené pour témoin aucun dieu. Il ne m'offrait aucun indice, et cependant il m'ordonnait avec violence de dire où se trouvaient les génisses. Il m'a menacé de me précipiter dans le vaste Tartare. Il abusait de sa force, lui, à la fleur de l'âge, tandis qu'il sait fort bien que moi, né d'hier, je ne ressemble pas à l'homme vigoureux qui dérobe des troupeaux. Croyez, ô vous qui vous glorifiez d'être mon père chéri, croyez que je n'ai point conduit de troupeau dans ma demeure, je serais trop heureux. Je n'ai même pas passé le seuil de ma grotte, je le dis avec sincérité. Certes, j'ai du respect pour Apollon et pour tous les autres dieux. Je vous chéris et j'honore Apollon. Vous le savez bien, et lui-même le sait. Je ne suis point coupable, je le jurerai par un grand serment. J'en atteste, le palais sacré des immortels. Il a beau être plein de force, un jour je me vengerai de sa poursuite. Vous, cependant, secourez les faibles. Zeus sait très bien que son rejeton tente de le manipuler, et que malgré sa plaidoirie, c'est bien lui, la cause de la discorde bovine. Il ordonne à ses 2 fils de chercher ensemble le troupeau. Hermès amène donc Apollon jusqu'aux animaux dérobés parmi lesquels se trouvent les restes des 2 génisses sacrifiés. Lorsqu'Apollon tente de récupérer ces bestiaux, il constate qu'Hermès les a liés entre eux et que ces liens ne se défont pas. On peut comprendre que le bellâtre divin est de plus en plus agacé par toute cette histoire. Mais cet agacement est mêlé d'une certaine fascination par ce qu'est capable d'accomplir son jeune demi-frère déjà si jeune. Afin d'apaiser Apollon, Hermès se met à jouer de la lyre, ce fameux instrument qu'il a créé un peu plus tôt à partir de la tortue qu'il a complètement défoncée. Très bonne décision, puisque ça permet de toucher une corde sensible chez son interlocuteur. En effet, Apollon c'est le dieu de la musique, il est tout sauf insensible au son qui s'élève dans les airs. Il demande à Hermès d'où il tire tous ses talents, qu'il s'agisse du vol, de la musique ou de la parole d'ailleurs. Admiratif, il lui dit « Tu viens de me faire entendre des accords tout nouveaux et une voix admirable que jamais aucun homme, aucun habitant de l'Olympe ne peut égaler.
Moi-même, compagnon habituel des muses de l'Olympe, ami des douces chansons, des accents mélodieux de la lyre et des doux accords des flûtes, moi-même je ne goûtais jamais autant de plaisir en prêtant l'oreille au refrain que répètent les jeunes gens au sein des repas. Fils de Zeus, j'admire quels sont merveilleux tu sais tirer de ta lyre. Apollon conclut cette tirade en affirmant que jamais il ne causera de tort à Hermès, ce qui change drastiquement des menaces et du ton intransigeant qu'il employait un peu plus tôt. À ce moment-là, Apollon est sincèrement touché, et il estime que son troupeau est un bien maigre paiement pour pouvoir écouter la musique de ce petit chenapan de Hermès. Hermès, qui ne perd pas le nord, en profite pour caresser Apollon dans le sens du poil, en le bombardant de compliments, du « tu es fort et puissant » au « je te reconnais en un opulent héritier » en passant par le « Zeus te chérit à juste titre ». Enfin bref, il lui fait gonfler les chevilles. Puisqu'Apollon est si vivement intéressé par la lyre et désireux d'en jouer, Hermès la lui offre de bon cœur. À noter qu'il ne s'agit pas d'une énième ruse de sa part. Il n'est pas juste en train de le baratiner pour se faire passer pour un innocent, ni pour garder le troupeau. Ce serait de façon inutile, puisque Apollon il est au courant de la vérité. Non, ce qui se passe ici est contre toute attente. C'est que les deux dieux se découvrent une affection et un respect honnête et mutuel. En plaisantant à moitié, Apollon lance qu'il a désormais peur qu'Hermès lui vole son arc, ou la lyre qu'il vient pourtant de lui donner. Il annonce qu'il sera satisfait si Hermès consent à jurer sur le Styx qu'il ne fera rien de tout cela. Ce que le petit brigand en herbe fait. En retour, Apollon lui jure de lui vouer son affection et de le chérir durablement, et il lui remet le caducée, qui apporte richesse et bonheur. Le caducée, c'est ce bâton en laurier avec 2 petites ailes entourées de 2 serpents. Il aurait aussi le pouvoir d'agir sur le sommeil et le réveil post-mortem des humains. À ne pas confondre avec le bâton d'Asclépios, le dieu de la médecine. Ce bâton n'a qu'un seul serpent, et c'est le symbole de la médecine. Enfin, c'était logique. Après tout ça, Apollon offre une dernière chose à Hermès. Il ne peut pas lui apprendre l'art de la divination, mais il peut lui filer un coup de pouce pour connaître l'avenir dans une certaine mesure. Apollon n'est pas né dieu des prédictions, il l'est devenu. Cet art, il l'a appris grâce à 3 sœurs, les Tries. L'une voit l'invisible, l'autre le passé, la dernière le futur. Apollon les place sous le contrôle de Hermès afin qu'ils puissent exploiter leur potentiel. Bref, ainsi démarre une grande carrière de petit malinx, le lynx, sous les yeux bienveillants de son père Zeus, qui reconnaît son fils à sa juste valeur. Il n'hésite pas à lui remettre sa confiance pour mener à bien certaines missions d'ordre personnel que je m'en vais vous raconter. D'abord, on a Prométhée, qui fait le mystérieux et refuse de donner une information vitale à Zeus. Pour rappel, la prédiction faite à Cronos avant de mourir stipule que Zeus se fera détrôner par l'un de ses propres enfants. Seulement, ni lui, ni Apollon, ou Thémis, ou Hermès, ou quiconque a quelque moyen de voir l'avenir ne saura qui sera là pour mettre fin au règne de Zeus. Tout le monde se pose des questions, c'est qui ? Eh bien, Prométhée, il le sait. Mais Prométhée vient de se faire punir par Zeus pour le vol du feu. Il est attaché à un rocher, il se fait bouffer le foie tous les jours jusqu'à la fin du temps, donc il est pas vraiment d'humeur à donner à Zeus le plaisir d'avoir une réponse. C'est pourquoi Zeus envoie Hermès, messager des dieux, pour tenter d'obtenir l'importante information. Seulement Prométhée adopte une attitude négative envers Hermès. Il voit en lui un toutou aux ordres de son maître et refuse catégoriquement de répondre. Malgré ses tentatives bienveillantes pour convaincre Prométhée, le messager divin repart bredouille. Mais c'est pas grave, parce qu'il a également servi de messager ainsi que de guide entre le monde souterrain et le monde des vivants lorsque Hadès a décidé de s'emparer de Perséphone. Endeuillée par la disparition de sa fille, Déméter est formelle. Elle laissera tout le monde dans la merde tant qu'on ne la lui rend pas. Zeus envoie donc son fidèle messager dans le monde souterrain afin que celui-ci dise à Hadès de relâcher la jeune femme. Une fois la chose faite, Hermès retire sa casquette de messager et enfile sa casquette de Uber et ramène lui-même Perséphone jusqu'à sa mère. Un dernier petit message, et encore. Message. On va vraiment pas s'arrêter là, mais bon, c'est sa dernière mission en tant que pur messager. C'est lorsqu'il a été envoyé auprès de Paris. C'est une faveur dont les conséquences sont tragiques. En fait, lorsqu'Aphrodite, Athéna et Héra se disputent la pomme d'or lancée par Eris, elle demande à Zeus de les départager et de donner cette pomme à la plus belle des 3. En mec qui ne veut pas trop d'embrouille, surtout avec sa femme, sa fille et sa tante, Zeus charge Hermès plutôt d'aller expliquer à Paris, un Troyen, que c'est lui qui va choisir. Le jeune homme cède à Aphrodite et la suite des événements est connue sous le nom de guerre de Troie. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est vite fait connu. Enfin bref, Hermès c'est donc un messager, on l'aura compris, et c'est aussi un guide. Et je vais te raconter. Tu connais l'histoire de Persée ?
Le héros qui est venu à bout de Méduse, bah oui, t'es pas sans savoir que, dans ce cas, sans Hermès, en fait, il serait pas allé bien loin. Hein. Alors pour le contexte, la daronne de Persée est courtisée par Polydecte, un fils de pute, qui est également, au passage, le roi de l'île où ils vivent. Donc, logique, Persée ne compte pas laisser Polydecte s'emparer de sa daronne et s'interpose entre les deux dès que c'est possible. Cela déplaît très fortement au roi qui met en place une ruse afin d'éloigner Persée. Il le convie à un mariage, sauf que Persée n'a rien à ouvrir et annonce donc qu'il ramènera la tête d'une gorgone. Insolite, mais pourquoi pas. Après, Persée est pas très malin, parce qu'il sait pas comment tuer une gorgone, ni même où trouver une gorgone, donc il va pas aller bien loin, alors heureusement, à ce moment-là, Hermès vient le trouver pour lui filer un coup de pouce, parce que bon, notre bon brave héros, là, il tournait un peu en rond. Hermès explique que pour vaincre Méduse, Persée aurait besoin d'armes spéciales qui se trouvent chez les nymphes du Nord. Seulement, pour une fois, Hermès ne peut pas être le guide. Oui, je sais, j'ai dit que ça serait un guide, mais t'inquiète, c'est pas, juste pas maintenant. Bref, tout espoir n'est pas perdu, puisqu'il existe 3 femmes, les Grées, qui connaissent le spot où vivent les nymphes du Nord. Hermès mène donc Persée aux Grées avec la stratégie suivante. Leur chourer leur œil jusqu'à ce qu'elles se mettent à table. Ah oui, parce que les Grées sont 3 vioques qui ont un œil qu'elles se font tourner les 3 pour voir, donc c'était vraiment utile comme phrase. Donc Persée, guidée par Hermès, chope l'œil des 3 pauvres femmes et obtient d'elle en fait qu'elle lui donne la direction à emprunter pour trouver les nymphes. Sans attendre, le héros et son guide divin se rendent auprès des nymphes qui lui donnent un stuff complètement cheaté. Des sandales ailées, un casque qui rend invisible... Et ça serait pas la cunée de Hadès, ça? Et les sandales ailées, ça serait pas les pompes de Hermès? Ouais, bref. Des sandales ailées, un casque qui rend invisible, et un sac vachement pratique, puisqu'il s'adapte à son contenu. À cela, rajoutons une épée que Hermès remet au héros en main propre, et le bouclier d'Athéna que cette dernière lui met également à disposition. Une fois le matos pris en main, Hermès prend enfin son rôle de guide et emmène son demi-frère Persée et sa demi-sœur Athéna au repère des Gorgones pour un petit meurtre en famille. Quand Persée décapite enfin sa proie, Hermès garde sa position de guide et le raccompagne pendant une partie du chemin retour. Enfin voilà, globalement, en fait, Hermès, c'est un bon gars. Il a aussi aidé Zeus, encore une fois, lorsque celui-ci avait pris pour amante Io, et que quand Héra en fait a débarqué, elle les a grillés. Donc lui, il lui a dit non mais t'inquiète, c'est juste une vache. Genre il transforme... Quand Héra arrive, il transforme Io en vache. Et une fois qu'Héra est là, il fait non mais t'inquiète, c'est juste une vache, hein, détends-toi. Héra, il dit puisque c'est juste une vache, écoute, t'as qu'à me l'offrir, je vois pas le problème. Donc Zeus il dit ok, je te l'offre. Puis il se dit je vais quand même essayer de la récupérer. Sauf que Héra, plus maligne que ça, elle remet Io sous forme de vache à Argus, qui est un berger avec genre 100 yeux. Et puis il dort jamais, parce que quand t'as des yeux qui sont fermés, les autres restent quand même ouverts, donc en fait il dort jamais. Ça en fait le meilleur garde de sécurité, hein. Donc Zeus il l'a bien dans le cul, et il dit à Hermès, STP, là, il faut que tu m'aides. Donc Hermès va voir Argus, en cachant les réels motifs de sa visite. Il fait genre il est juste là pour se balader, et en fait il lui raconte des histoires mais vraiment chiantes. Ce qui fait qu'Argos commence à s'endormir. Et une fois qu'Argos est enfin endormi, d'un petit geste rapide et discret, il le décapite. Et il libère comme ça Io et Zeus est content. Voilà. En vrai, il a fait plein de trucs cool. Hermès, je l'aime beaucoup. Par exemple, quand le roi Athamas tombe amoureux de la princesse Ino, oui, après Io, maintenant on a Ino, du coup, le roi divorce de sa femme actuelle pour se remarier. Le problème, c'est que la première femme, donc la reine à la base, elle a un fils, et que Ino, la nouvelle reine, elle cherche à faire tuer le fils de la première reine, afin que il n'hérite pas du trône et que ce soit ses enfants à elle qui héritent du trône en question. Heureusement, la première reine, la première épouse qui s'appelle Néphélé, elle a senti la douille venir, et lorsque les manigances de Ino mènent au meurtre de l'enfant, alors une première version dit que, l'enfant se fait tuer, et une seconde version fait intervenir Hermès à la rescousse, c'est-à-dire qu'Hermès aurait envoyé le bélier à la toison d'or, petit caméo sympa, pour emporter l'enfant en sécurité, et l'éloigner des manigances de Ino. Il a été pas mal actif pendant la guerre de Troie. Par exemple, lorsque les navires grecs arrivent vers la ville de Troie, le guerrier Protésilas, c'est le premier à mettre le pied à terre, et du coup, c'est le premier à se faire tuer, parce que c'est comme ça. Et en fait, sa femme, sa veuve, Laodamie, s'enfonce dans un chagrin tel que les dieux ont pitié d'elle, et Hermès descend du coup dans le monde souterrain pour aller chercher Protésilas, afin qu'il puisse remonter chez les vivants, voir sa femme Laodamie, et lui dire adieu. À l'origine, Laodamie, elle est folle de joie en voyant son mari rentrer, elle se dit que la guerre est finie, ils ont gagné, et puis en fait, elle apprend qu'il est mort, et elle se suicide, pour le rejoindre chez les morts.
Toujours pendant la guerre de Troie, il guide Priam, le roi troyen, jusqu'à l'endroit où campe Achille, parce que... Achille s'amusait depuis quelques nuits à faire des drifts sur son char avec le cadavre de Hector derrière, enfin, c'est pas très sympa. Donc Hermès permet à Priam d'aller demander en personne à Achille de bien vouloir cesser de défoncer le corps sans vie de mon fils, s'il te plaît, et de permettre à Priam de ramener Hector à Troie, enfin sa dépouille, afin de pouvoir l'enterrer, quoi. Achille accepte et Hermès raccompagne Priam jusqu'à Troie. Après cette guerre arrive l'épopée d'Odysseus, ou de Ulysse dans son petit nom romain que je préfère parce que j'ai toujours utilisé Ulysse. Il se trouve qu'après 10 ans de guerre, il n'a pas fini de morfler et il est coincé sur une île. Sur cette île habite Calypso, une nymphe de la mer éperdument amoureuse d'Ulysse. Elle le retient pendant 7 ans. La raison pour laquelle il a pu reprendre la mer au bout de 7 ans, c'est parce que les dieux, mais vraiment, avaient pitié de lui, quoi. Vraiment, il chialait. C'est Homère qui le disait, pas moi, il allait chialer au bord de la plage tellement il avait le mal du pays. Oh, choupi. Enfin, Hermès s'est donc envoyé pour ordonner à Calypso de laisser Ulysse repartir, parce que bon, putain, faut pas déconner, c'est... Et ça s'arrête pas là, parce que Ulysse, ne rentre pas tout de suite. Enfin, le truc, c'est que... il a pas de chance, quoi. Quand il se retrouve à 2 doigts de rentrer chez Circé, Hermès intervient pour lui donner une plante et le mettre en garde. Circé, en fait, c'est une demi-déesse magicienne ou sorcière, on sait pas trop, qui excelle autant dans la mixologie des filtres aux pouvoirs divers que dans les transformations en tout et n'importe quoi, donc autant s'en méfier. Ce qu'Ulysse ne sait pas, mais ce que Hermès sait. La plante que Hermès a remis n'est donc pas une rose à offrir à la jeune femme, mais un ingrédient à rajouter au breuvage magique que Circé offrira à Ulysse afin d'en contrer les effets. Et en plus, Hermès file un conseil à Ulysse. Ce conseil, c'est de dire à Circé que si elle promet de ne jamais rien tenter contre lui, bon allez, pourquoi pas, soyons fous, il acceptera de la sauter. Ce qu'elle fait, et ce qu'il fait. Ulysse a visiblement beaucoup de charme. On quitte la guerre de Troie pour retourner sur les petits moments sympas de Hermès. Lors de la naissance du dieu du vin Dionysos, sa seconde naissance, celle où l'utérus est en fait un quadriceps, Zeus demande à Hermès d'emmener le nouveau-né quelque part où Héra ne pourra pas lui faire de mal. Oui. On se rappelle que Zeus a trompé Héra et que celle-ci a fait tuer la mère, et cherche donc à faire pareil avec l'enfant, du coup Dionysos est un peu en danger. Hermès l'emporte donc sur le mont Nyssa afin qu'il soit pris en charge et élevé par des nymphes. Il a aussi filé un coup de pouce bien apprécié à Arès, un autre de ses demi-frères, le dieu de la guerre. Alors, parce que les Aleuades, 2 géants ambitieux et insolents, se sont donné le challenge d'emprisonner Arès, en tant que partie d'un plus grand challenge encore. Ce qu'ils réussissent à faire d'ailleurs. Et pour une raison inconnue, les dieux savent ce qui se passe, c'est-à-dire que l'un d'entre eux, et pas n'importe lequel, est enchaîné et enfermé dans une urne, mais personne ne fait rien. Alors, rappelons que les dieux, c'est un peu la famille d'Arès. Et soi-disant, ils rechignent à utiliser la violence. Allez, laisse-moi rire. Du coup, c'est grâce à Hermès que Arès retrouve la liberté, mais au bout de 13 mois de captivité. Alors sympa quand même, les dieux qui l'ont laissé plus d'1 an bloqué dans une urne, hein. Enfin... D'ailleurs, en parlant famille, poursuivons. Mais cette fois-ci, pas les générations égales ou celles au-dessus, mais bien la génération suivante, c'est-à-dire les enfants et les amantes de Hermès. Alors, on commence par Péito, qu'on peut considérer, en se référant à certains auteurs, comme étant l'épouse officielle d'Hermès. C'est à la fois la déesse et la personnification de la rhétorique, de l'éloquence et de la persuasion, tant érotique que politique, donc les deux se sont très très bien trouvés. C'est en plus une proche compagne d'Aphrodite, la fameuse, la magnifique, la séduisante, la déesse de l'amour, des plaisirs charnels, la poufiasse que je porte difficilement dans mon cœur, enfin bref, une autre des oses de Hermès, et le fruit de leurs ébats est une personne bisexuée que l'on nomme Hermaphrodite. Ils sont pas allés le chercher bien loin le prénom, hein. Bien que le consensus admette qu'il s'agit d'un homme, c'est en réalité, on s'y attend, un individu qui partage des caractéristiques anatomiques masculines et féminines et, on s'y attend, dont la beauté est remarquable. Du coup, une nymphe tombe amoureuse de lui et comme il n'en veut pas, elle prie les dieux de fusionner leurs corps, ce qu'ils acceptent. Il prie à son tour que le sexe des hommes qui se baignent dans une fontaine se retrouve rétréci de 50%. Ah non, c'est pas une liberté humoristique de ma part, hein. C'est vraiment ça. Enfin bref, après la belle Aphrodite, vient la fille du roi Dryops, la princesse Dryope. Là encore, les prénoms, c'est des fois, faut pas se prendre la tête, quoi. Enfin bref, Dryope est une princesse ou une nymphe avec qui Hermès a donné naissance au dieu Pan, le protecteur des bergers, et un berger lui-même.
qui a un appétit sexuel incoercible et insatiable. À qui le tour? Ah, RC. Contexte, c'est Crops, le roi d'Athènes, a 3 filles, Pandrose, Agloros et Hercé. Hermès remarque Hercé un beau jour en planant au-dessus de la ville alors qu'elle allait porter des offrandes au palais d'Athéna. Quand la jeune femme rentre au palais, Hermès la suit. Seulement pour accéder à la chambre de Hercé dans le palais, il faut passer par la chambre de sa sœur Agloros. Celle-ci, en voyant le dieu ailé débarquer, lui demande « PTDR, t'es qui ?» Hermès ne lui cache ni son identité, ni le motif de sa visite, c'est-à-dire une importante envie de vider ses bourses. Si on se fie à la version de Pseudo-Apollodore, l'histoire s'arrête plus ou moins là, mais les versions divergeraient-elles pas? Ne serait-ce pas le moment de faire intervenir une autre divinité pour casser l'ambiance? Allez, on est à Athènes. Faites entrer Athéna. Athéna qui a un background épineux avec Agloros, selon Ovide. Parce que, en gros, elle aurait remis aux 3 sœurs un bébé caché dans un coffre avec comme mission de l'élever mais sans jamais le regarder. Alors, plus facile à dire qu'à faire. Et pour preuve, Agloros et ses sœurs ont vu l'enfant, donc elles ont désobéi, donc Athéna n'oublie pas l'affront, donc des années plus tard ça se traduit en coup de pute. Alors, coup de pute, c'est-à-dire que Athéna fait s'insinuer en Agloros l'envie et la jalousie, jusqu'à ce que la jeune femme s'en retrouve consumée et finisse par interdire à Hermès d'entrer dans la chambre de Hercé. Hermès, disons que c'est un peu un dieu donc il s'en bat les couilles, et puisqu'Agloros ne se poussera pas de son chemin, il la transforme en statue de pierre et la contourne, et c'est bouclé. De Hercé, il a donc 2 fils, Céphale et Céryx. Il y a également Polymèle, une servante d'Artémis. Hermès tombe sous son charme un beau jour en la voyant danser, il n'en faut pas plus que ça. Leurs ébats donneront naissance plus tard à l'un des grands guerriers de la guerre de Troie nommé Eudore. Hermès est également le père d'un jeune homme nommé Myrtilos, dont on n'a jamais vraiment su qui est la mère. Il s'agirait soit de Clymène, Myrto, Théobule ou Phaétus, on ne sait pas trop. Il a encore d'autres fils, dont 2-3 vraiment stylés, comme Eurytos et Échion, ou Échion, je sais pas. Des frères jumeaux, qui prendront part au voyage avec les Argonautes, idem pour Étalides, un autre de ses fils qui est un archer et qui participera au voyage avec les Argonautes. Vient ensuite Chione. Chione a 14 ans. Apollon et Hermès l'ont désirée en même temps en posant les yeux sur elle. Apollon lui chante des sérénades et d'autres pick-up lines musicales, Hermès fait un petit peu plus de rentre-dedans. Il la touche avec son fameux caducée, ce qui la fait s'endormir et la rend sans défense face à Hermès. Chione a 14 ans. Une fois la besogne terminée, Hermès s'en va et une vieille femme s'approche de Chione. Il s'agit en fait d'Apollon, qui se sert de cette apparence pour tromper toute vigilance et prendre l'avantage de l'adolescente. Prendre avantage de l'adolescente. 9 mois plus tard, elle donnera naissance à 2 fils, un pour chaque dieu. Autolycus est un homme qui se distingue par sa ruse et son habileté à se saisir de tout ce qu'il veut, légalement ou non. Il est donc facile de savoir, des 2 dieux, qui est son père. Autre histoire insolite, celle d'Apémosine. Alors, on revient chez les femmes de au-dessus de 18 ans, enfin... En vrai, je sais pas, donc j'espère. Et notre coureur du jupon aimerait mettre la main sur une coureuse sportive. Et il arrive pas à la choper. Oh, littéralement, au pêcheur, il arrive pas à la choper, à la baiser, parce qu'il arrive pas à la choper, à l'attraper, quoi. Croyez-le ou non, désolé, je sais pas ce qui m'est arrivé, hein, mais le dieu avec ses petites ailes, celui qui sert de messager tellement il est vif, celui qui fait des allers-retours entre les vivants et les morts, il arrive pas à courir aussi vite qu'une princesse humaine? Bon, bah... ça arrive. Du coup, Hermès, il est en position, vas-y, je fais déjà suffisamment de cardio comme ça, et plutôt que de continuer à lui courir après, il lui tend un petit piège. Alors que la belle tape un sprint, il la fait glisser sur une peau de bête placée préalablement sur sa trajectoire. Elle se viande, se retrouve les 4 fers en l'air, et il ne perd pas de temps à la retourner de nouveau à 4 pattes pour se la faire. Je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas comment j'ai écrit mon script, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Elle tombe enceinte et enfante des satyres. Alors pour rappel, les satyres, ce sont des êtres humanoïdes qui ont des jambes de bouc, des sabots, une queue de bouc, des oreilles de bouc, des cornes. Pour rappel, Hermès et Apénosine n'ont aucun attribut animal. Mais pour rappel, Hermès est le père de Pan, un satyre d'une autre mère qui n'était pas non plus satyre, donc finalement, les questions de type acide désoxyribonucléique ou ADN pour ceux qui n'ont pas étudié la biologie, est-ce qu'on se les pose vraiment? Eh ben non, au lieu de ça, on lui donne d'autres enfants, comme Daphnis, Palestra, Angélia, Abder, pas mal d'autres partenaires, sans que je puisse moi-même trouver de confirmation, mais en gros, il aurait courtisé. Daïra,
Perséphone, Carmentis, Okiroi, les Gréades, Tanagra, plusieurs princesses genre Alkidamea, Érythéia, Iphtimée, Libye, Oilodameia, c'est écrit très bizarrement, Tronia Et nul autre que Pénélope, la femme de Ulysse. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre patience, vraiment. J'ai arrêté de poster courant fin septembre ou début octobre et je suis vraiment désolée de vous avoir un peu laissé comme ça en plan, c'était le bordel de mon côté. Et aussi pas beaucoup de motivation de mon côté également. Mais bon, maintenant je suis en train de murmurer dans mon micro, donc ça va beaucoup mieux. Sur ce, j'espère que cet épisode sur Hermès vous a plu, j'espère que mon retour vous a plu, j'espère que vous serez là en 2024 pour la suite qui est en train d'arriver, que je suis déjà en train d'écrire. Vraiment, je me suis ressaisie, je reprends du poil de la bête, je suis là, je suis pour vous, je vous attends, aimez-moi, ne m'oubliez pas. Sur ce, je vous libère, je vous laisse repartir. N'oubliez pas de vous abonner à Mythologie grecque décomplexée sur Spotify pour la suite des épisodes, sur YouTube, parce que ça va pas tarder à arriver, sur TikTok, mais là vous pouvez pas parce que je l'ai pas créé, mais ça va arriver également. Sur Instagram, et là vous pouvez, il existe depuis un moment, je partage des mèmes, je partage des stories, je partage des mises à jour des podcasts, je vous partage l'avancée des épisodes, je partage un peu tout ce qui me vient par la tête parce que j'aime beaucoup partager avec vous. J'aime beaucoup quand vous venez me parler, donc surtout n'hésitez pas à me faire vos retours. C'est quelque chose qui m'a permis aussi de me motiver, même si j'étais vraiment pas motivée dans mon petit moment de déprime, c'était quand même de continuer de recevoir des messages de vous alors que je postais absolument plus rien. J'ai pas les mots, je vous remercie énormément. Si je continue, hein, c'est grâce à vous. Allez, sur ce, on se retrouve, on espère, d'ici 15 jours. Je vous souhaite un joyeux Noël en retard, une bonne année, normalement en avance ou bien pile le bonjour, on espère. Et on se retrouvera pour une prochaine fois. C'était Margot pour te divertir. Ciao.